charisme est remarquablement sobre, pas du tout dramatique. Il ne réside pas dans l'envie de dépasser les autres à tout prix, mais dans l'envie de servir les autres à tout prix. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. Bienvenue dans Radio X Files. On est content de vous avoir préparé une excellente émission. J'ai regardé le line-up avec Christian tout à l'heure et je pense que tout le monde sera très, très bien servi. Cher Christian, mes hommages. Salut Yannick. Il reste-tu de la neige chez vous, toi? On en a eu de la neige, mais apparemment c'était moins pire qu'à Québec. Vous avez été particulièrement gâtés. Cette semaine, on doit être rendu à 1 mètre de neige cette semaine, là. Écoute, c'est quand même un peu épouvantable. Disons que l'hiver est difficile parce que je sais pas pour vous autres à Québec, mais ici à Montréal, là, déjà en novembre, on avait de la neige. Hein, je me rappelle mi-novembre, j'avais pas mal de neige dans ma cour. Puis là, écoute, on est rendu en février, là, la mi-février. Je pense que il y a beaucoup de gens qui doivent partager mon opinion. Là. On en a un petit peu là, plein de pompons là, de l'hiver. On a hâte que ça cède. Hein? Le sujet de la soirée, j'avais hâte de parler de ce sujet-là avec toi parce que c'est un sujet qui m'a toujours intrigué, les fameux hommes en noir. Écoute, c'est un sujet qui revient périodiquement dans la culture sur les ovnis, les ouvrages, les magazines. On parle abondamment de cette histoire d'hommes en noir, en fait, qui remonte aux années 50. Et comme tu vas le voir dans la deuxième partie de l'émission, il y a un petit peu de vrai là-dedans, beaucoup de folklore, mais un petit peu de vrai. On aura l'occasion d'en reparler. Écoutez, pourquoi j'ai choisi de parler de cette histoire d'homme en noir? Comme je l'ai mentionné, c'est un sujet qui est omniprésent dans la culture sur les ovnis. Mais il y a quelques semaines, notre collègue Jean-Michel Arsenault, qui, comme tu le sais, là, administre la page Insolite Express, a présenté une vidéo qui circule depuis quelques semaines dans les internets, comme tu dis. Et cette vidéo montre une histoire d'homme en noir. Donc, encore une fois, c'est toujours un peu difficile parce que lorsque l'on voit des trucs qui circulent sur YouTube ou dans les internets, il faut toujours se rappeler que souvent, il est difficile de remonter à la source de l'information. Et c'est le cas ici. Hein? On a un individu qui met en ligne cette vidéo. Il dit qu'il travaille dans une agence juridique des avocats ou quelque chose du genre en Alaska. Et là, il y a des caméras de sécurité qui ont filmé un événement. Lui nous présente en fait ces images sur un écran qu'il filme avec son téléphone portable et sur ces images donc on voit une espèce en fait la caricature même de l'homme en noir qui rentre dans le bureau, s'adresse à la secrétaire et là elle semble un peu comme en état d'hypnose. Elle sort un appareil photo de son sac et suit l'homme en question et depuis, dit-on, la secrétaire a disparu. Donc les gens qui veulent voir cette vidéo, s'ils ne l'ont pas déjà vue, ça circule abondamment sur le web. Elle est disponible également sur le site de Insolite Express. Les gens peuvent la visionner là. Et j'imagine qu'en cours de la soirée, on pourra certainement trouver le lien qu'on pourra mettre également sur la page de Radio X-Files si les gens veulent la visionner. Donc, cette vidéo montre un de ces hommes en noir et tout ça relance bien sûr l'intérêt pour la question. Et il y a quelques semaines, mon bon ami Richard Nolan était de passage à Montréal, auteur qui s'intéresse beaucoup aux phénomènes paranormaux, étranges et insolites. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets. C'est également un excellent BDiste. Donc, il se trouvait à Montréal. On s'est réunis chez mon ami Jeffrey Soubrani, qui est un animateur à une autre station de Montréal. 98.5 Montréal.
Voilà, donc on s'est réunis chez Jeffrey, on s'est fait une petite soirée entre nous et on a abordé toutes sortes de sujets et l'un de ces sujets qu'on a abordé, c'est cette histoire d'homme en noir. Donc je vais vous présenter ce soir un peu cette conversation que j'avais avec Richard Nolan sur les hommes en noir. Ça sera présenté dans la deuxième partie de l'émission. On va essayer de faire le tour. Ouais. Et après l'entrevue avec Richard Nolan, je me ferai un plaisir un peu de te parler, moi, de mon point de vue sur les hommes en noir. Ça n'engage que moi, c'est mon opinion, mais qui est basée sur mes propres recherches. Ça fait quand même 40 ans que je suis dans ce milieu-là, donc je pense que mon opinion est quand même éclairée de quelques faits. Oui, et tu sais quoi? Est-ce que tu sais, Christian, qui m'a intéressé pour une première fois aux hommes en noir? J'étais très, très jeune à l'époque. Non. J'étais très, très, très jeune à l'époque. Oui. Et il y avait un journaliste qui m'avait parlé à la télé, parce que lui, il était à la télé. Oui. Et moi, j'étais devant mon téléviseur, très jeune, je te rappelle. Oui. Il m'avait parlé d'Arthur Matthews. Oui, Arthur Matthews. Qui aurait eu la visite d'hommes en noir. Et Arthur Matthews habitait au lac Beauport, chez nous, exact. À Québec. Et c'est toi qui me parlais de lui. Et donc là, tu fais référence à l'émission Dossier Mystère. Oui. Où on avait abordé on a fait un volet sur Arthur Matthews et on pourra revenir éventuellement, on fera une émission où on parlera de ce Arthur Matthews. Ouais, c'est franchement intéressant, mais c'était une autre version des hommes en noir parce que eux étaient un peu plus pâles et étaient blondinés, hein, si je me trompe. Voilà, donc dans les histoires d'hommes en noir, on a plusieurs versions. Donc on a une version où les hommes en noir apparaissent comme des agents à la solde de quelques organisations gouvernementales. FBI, CIA, Armée de l'air, on sait pas trop, mais visiblement ces gens-là semblent être liés à une agence de renseignement. Et puis, on a une autre version où là, les hommes en noir sont plus inquiétants. Hein? Ils s'habillent en humains, mais visiblement sous leur manteau, sous leur complet veston-cravate. Ils ont une impression un peu étrange, insolite. Et là, ça peut donner le sentiment que ce sont peut-être des extraterrestres ou un truc comme ça. Donc, on a ces deux versions. Donc, l'homme en noir extraterrestre, l'homme en noir agent du gouvernement. Ouais. Dans le cas d'Arthur Matthews, c'était assez particulier parce que Matthews a reçu... Bon, je vais pas faire un dossier sur Matthews, on va se le garder pour une émission à lui seul. Mais Matthews va recevoir deux visites. Bon, qui est ce Arthur Matthews, personnage un peu mystérieux, qui habite au lac Beauport, inventeur. On le compare un peu à Nikola Tesla. D'ailleurs, ce Arthur Matthews va prétendre avoir eu des échanges épistolaires avec Nikola Tesla, une espèce de scientifique marginal, un peu comme on utilise l'expression anglaise, un maverick scientist, donc un scientifique sur la bande, qui s'intéresse, d'ailleurs, dans le cas de Tesla, on parle ici d'un vrai scientifique, hein, il détient des brevets pour des inventions, il détient plus de brevets, en fait, d'inventions que Henry Ford, par exemple, ou Thomas Edison. Mm-hmm. Et il est l'inventeur, par exemple, les alternateurs qu'on a sur nos voitures, c'est une invention de Nikola Tesla. Donc, Tesla est un véritable scientifique, mais on dit que Tesla s'intéressait également des trucs un peu bizarres, à la limite de ce qui est reconnu par la science. Et Arthur Matthews était un peu calqué sur le même modèle, donc un individu qui s'intéressait à toutes sortes de trucs un peu bizarres. Et durant la période où il développait des inventions, toutes plus insolites les unes que les autres, il aurait reçu à un moment donné la visite de deux personnages un peu vêtus de blanc, cheveux longs, blancs, et ces gens-là se présentaient comme des extraterrestres. Donc ils arrivent chez Matthews, ils le rencontrent, ils parlent avec eux, avec lui, et Matthews échange. Et puis quelques temps après, Matthews va recevoir la visite d'hommes en noir, mais curieusement, les hommes en noir qu'il reçoit ou qui le visitent ressemblent étrangement aux hommes qui l'ont visité plus tôt, qui se disaient être des extraterrestres. Donc, c'est assez particulier. Et pour les gens qui habitent la région de Beauport, où habitait Matthews, c'est littéralement au pied des pistes de ski qui se trouvent au lac Beauport. Donc, j'imagine que les gens savent un peu de quel endroit on parle. Donc, la maison d'Arthur Matthews était à cet endroit-là. Et à son décès, l'endroit était un peu abandonné, laissé en héritage à ses enfants. Et éventuellement, l'endroit a été détruit, a été vendu, et pour laisser place aux installations de ski qui se trouvent maintenant au lac Beauport. J'ai eu la chance,
peu de temps avant son décès, de rencontrer l'une des filles d'Arthur Matthews, qui vivait dans la région de Magog de souvenirs. Et j'ai fait une longue entrevue avec elle, qui parlait en français, de mémoire, oui. Et je pourrais donc présenter, évidemment, j'ai encore les enregistrements de ces entrevues avec elle, et je pourrais en présenter là, dans le cadre de l'émission. On pourra faire entendre une partie de ces entrevues avec la fille d'Arthur Matthews, qui nous parle de son père, et qui nous parle de son père en tant qu'homme, mais elle nous parle aussi de son père en tant qu'inventeur. Et elle me racontait des trucs assez incroyables. Bon, je la laisserai s'exprimer sur le sujet. Quoi qu'il en soit, oui, c'est vrai que comme on l'a mentionné, ces histoires d'hommes en noir sont omniprésentes dans la culture, l'intérêt pour le phénomène des ovnis. Et donc, on va en parler ce soir, deuxième partie de l'émission. Donc, j'invite les gens à rester à l'écoute avec une entrevue avec Richard Nolan. Et ensuite, je vais vous parler de quelques histoires d'hommes en noir, dont certaines sont vérifiables et tiennent sont bel et bien des faits vécus, bien réels, enquêtés, documentés. Mais peut-être que les hommes en noir ne sont pas forcément ceux qu'on voudrait qu'ils soient. C'est peut-être autre chose, les hommes en noir, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Passons maintenant à l'actualité de la semaine. Tu voulais nous parler de Rudolf Hess, qui est finalement Rudolf Hess. Ouais. Rudolf Hess et Rudolf Hess, finalement. Écoute, on est ici dans les théories du complot. Bon, qui est ce Rudolf Hess? Je resitue un peu le contexte historique. C'est un nazi de la première heure. Hein. Il est compagnon d'Adolf Hitler. Là, dès que Hitler prend le pouvoir là, du Parti nationaliste socialiste, en raccourci le parti nazi, et donc l'ascension d'Hitler vers le pouvoir, il a autour de lui une milice qui le supporte, et parmi eux, celui qu'il considère comme son bras droit, son dauphin, Rudolf Hess. Alors, Hitler prend le pouvoir en Allemagne en 1933, c'est le parti nazi qui est là. La Deuxième Guerre mondiale se déclare en 1939, et voilà qu'en 1941, ce Rudolf Hess, qui est toujours dans les bonnes grâces du parti, décide, en solitaire, de prendre un avion et de voler vers la Grande-Bretagne. Et là, bon, son avion s'écrase, il il saute en parachute, il tombe en territoire écossais, et là, il demande à parler à des gens haut placés du gouvernement, parce que Rudolf Hess, en solitaire, a décidé de négocier la paix avec la Grande-Bretagne au nom de l'Allemagne. Je te fais remarquer qu'il n'a pas l'autorisation du Führer, il n'a pas l'autorisation des dirigeants allemands. Là. Donc, il décide finalement de prendre les choses en main, en solitaire, et de négocier la paix. Immédiatement, lorsqu'il est reconnu par les autorités britanniques, il est mis en détention. Aussitôt sa capture annoncée, tu comprendras qu'à Berlin, il est répudié. D'ailleurs, on raconte que Hitler est entré dans une colère épouvantable. En apprenant ça, il a qualifié Rudolf Hess de traître, il l'a démis de ses fonctions, répudié. Rudolf Hess est devenu de facto un persona non grata auprès du Troisième Reich. La Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945. Certains hauts dirigeants nazis sont capturés. Il va y avoir ces fameux procès à Nuremberg, en Allemagne. Je rappelle que parmi les grands dirigeants nazis de l'époque, Heinrich Himmler s'est suicidé avant de subir son procès. Et là, on retrouve dans la boxe des accusés des gens comme que Göring est là. Et Rudolf Hess est amené de Grande-Bretagne. Il est ramené en Allemagne pour y subir son procès. Et il est condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, comme d'autres hauts dirigeants nazis. Il est incarcéré à la prison de Spandau, qui est en Allemagne, qui est contrôlée par les forces alliées, donc c'est-à-dire les Russes, les Britanniques et les Américains. Et il va décéder dans la prison de Spandau. C'est assez amusant parce qu'il décède en 1987 à l'âge de 93 ans. Il se suicide dans une serre sur le terrain de la prison. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Rudolf Hess, durant les 20 dernières années de sa vie, était l'unique prisonnier de la prison de Spandau. Donc, il était tout seul. Il a vécu donc en solitaire. Il se suicide à l'âge de 93 ans, comme je te l'ai mentionné, en 1987. Son corps va être, d'abord, il est enterré, mais les lieux de son inhumation vont devenir un site où vont se réunir des néo-nazis. Et éventuellement, la famille de Rudolf Hess vont faire exhumer le corps. Il sera incinéré et ses cendres envoyées à la mer là, pour pas qu'on puisse faire un lieu d'attroupement ou de recueillement pour les gens qui seraient des militants du néo-nazisme.
À partir du moment où ce Rudolf Hess va être capturé par les Britanniques, il y a une rumeur qui va commencer à circuler. Et cette rumeur, c'est Rudolf Hess ne serait pas Rudolf Hess. En fait, on aurait mis à sa place, on sait que le Troisième Reich, dans le cas par exemple d'Hitler, on sait qu'il y avait des gens qui ressemblaient à Hitler, qu'on utilisait pour une espèce de double, de sosie d'Hitler. Et là, on se demande, est-ce que Rudolf Hess aurait été remplacé par un sosie pour détourner l'attention des Britanniques. Donc, on comprend pas trop, ça semble un peu flou, cette hypothèse de pourquoi le régime nazi aurait envoyé un sosie à l'image de Rudolf Hess en Allemagne. Mais cette rumeur va être accentuée par des descriptions d'un médecin, notamment à la prison de Spandau, qui va dire « j'ai ausculté Rudolf Hess ». Et il y avait une espèce de cicatrice sous le coude, et quand on regarde dans son carnet militaire, il y a pas de cicatrice. Il y a des petits détails comme ça, assez anodins. Mais l'accumulation de ces détails vont alimenter cette théorie du complot que Rudolf Hess aurait été finalement, à tout le moins, le prisonnier numéro 7 de la prison de Spandau était un sosie. Et voilà que on n'avait absolument aucun moyen de vérifier ça, au-delà de la rumeur. Comme je l'ai mentionné, comme Rudolf Hess est mort en 1987 et que il a été incinéré, on n'a plus rien là, pour démontrer ça. Et voilà que des médecins ont découvert, en fait, c'est un document, un article qui vient d'être publié dans le Forensic Science International, Genetics, le volet Genetics. Et voilà que l'auteur, Sherman McCall, est un médecin généticien, et il écrit qu'à un moment, lorsqu'il a fait médecine, il s'est rappelé que quelque part aux États-Unis, en fait, au centre médical militaire Walter Reed à Washington, on gardait un frottis sanguin qui avait été prélevé à la prison de Spandau, un frottis sanguin de ce fameux Rudolf Hess. Alors, tu comprendras qu'aujourd'hui, avec la technologie dont on dispose, il est possible, même s'il s'agit d'un petit frottis sanguin, il est possible de tirer une séquence ADN du dit frottis. C'est exactement ce que l'on a fait. Et ensuite, à partir du moment où on a fait une séquence ADN, on l'a comparé à de la famille des proches de Rudolf Hess qui vivent encore en Allemagne, et on a comparé donc l'échantillon sanguin avec le code génétique de ses descendants ou parents de Rudolf Hess. Et on a établi de manière irréfutable que le prisonnier de Spandau était bel et bien Rudolf Hess. Donc, merci, bonsoir pour la théorie du complot. Maintenant, on a une preuve ADN génétique irréfutable que le prisonnier numéro 7 était bel et bien l'ancien dauphin d'Adolf Hitler. Christian, je suis allé voir la vidéo. D'ailleurs, je l'ai mis sur notre page Facebook Radio X-Files, où il y a un individu qui mentionne, tout en filmant avec son cellulaire, qui était suivi par des hommes en noir. Puis j'ai justement fait une lecture cette semaine, une lecture psychologique. Ouais. Et on parle de déréalisation. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, la déréalisation? Oui, absolument. C'est une altération de la perception ou encore de l'expérience du monde extérieur qui apparaît étrange, irréel ou complètement extérieur. Puis l'individu qui parlait de ce phénomène-là, puis les psychologues qui se penchaient sur ce phénomène-là, l'individu avait tombé dans une genre de psychose pendant des semaines et des semaines où il se créait son propre monde à lui. Et je te donne un exemple comme ça. Tu as l'impression que tu es suivi. Bon, donc tu vas chercher des éléments partout pour confirmer que tu es suivi. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Voilà. Donc, le gars se promène dans la rue, il voit des gens qui sont habillés en chemise-cravate, qui répondent un peu à ce que la personne appelle un homme en noir. Et après ça, il voit des suburbans dans la ville, exemple à New York. Puis là, il dit, les suburbans, c'est sûr que c'est les services secrets, c'est sûr que c'est la CIA, c'est sûr que c'est le FBI. Puis il continue dans son histoire, dans sa tête, à se dire je te dis pas que c'est c'est la même chose, là, mais il continue à se dire dans sa tête qu'il est suivi, alors que l'individu fait juste se promener au travers de la ville, puis il y a des gens qui se promènent dans la ville comme on fait à tous les jours, mais lui, dans sa tête, suite à une mauvaise expérience qu'on appelle la déréalisation, il était là-dedans pendant presque 6 mois, Christian, dans cette expérience-là, puis c'est une expérience qui semblerait est extrêmement traumatisante, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 6 mois que tu es dans l'erreur, là.
Ouais, voilà. Et là, le type, par exemple, il voit passer une camionnette noire, comme celle qu'utilisent les services secrets. Il lève les yeux, il voit devant lui une horloge, et l'horloge marque 11h11. Donc, il va trouver des associations comme ça. C'est toujours, c'est étrange, il est 11h11, je vois passer un camion noir. Et là, ensuite, il va voir un homme avec des lunettes fumées, il va regarder, il est 13h13, donc 13h13, 11h11. Là, on fait toutes sortes d'associations. On crée, en fait, on forge une réalité qui, finalement, est basée sur des hasards et des interprétations vaseuses de toutes sortes d'éléments qui font partie du quotidien, finalement. Donc, c'est psychologique, les amis. C'est psychologique. C'est cette réalité-là, c'est une réalité altérée. Je peux pas croire qu'on revient encore sur ce sujet-là, mais je sais que dans l'actualité, c'est revenu, les fameuses attaques Sonic à Cuba, Sonic entre guillemets. Entre guillemets, voilà, oui, parce que bon, on le rappelle, j'en ai déjà d'ailleurs parlé à l'émission, ce sont des gens qui travaillaient pour les ambassades américaines et canadiennes en particulier. Il faut quand même préciser ici, parce que souvent les journaux ont tendance à passer, de faire un peu le coin rond autour de ça. On parle des gens, des employés d'ambassade, et là, on laisse supposer qu'ils travaillent à l'ambassade, alors que c'est pas le cas. Hein. Ces gens-là sont réunis dans un hôtel, dans des quartiers, des locaux on leur a attribués, mais tous dans un même hôtel à la Havane. Et ces locaux-là leur sont prêtés par le gouvernement cubain. Donc, on comprend bien, là, ici, on est dans un hôtel, dans des locaux spécialement aménagés pour recevoir les employés d'ambassade. Et c'est à l'intérieur de cet hôtel, donc, que les gens auraient été les victimes, comme tu l'as mentionné, entre guillemets, d'armes soniques, on ne sait pas trop, mais on sait que tout ça a commencé il y a à peu près 2 ans et demi, des employés ont commencé à se plaindre de maux de tête, d'étourdissement. Ils disaient avoir entendu une espèce de buzz qui les avait rendus un peu nauséeux. Et à partir de là, donc, ils ont commencé à développer des troubles physiques. Certains d'entre eux. Et là, quand tout ça, on a vu que ça s'est répandu au sein du personnel. Au départ, c'était surtout du personnel américain, mais on sait qu'il y a quelques Canadiens qui ont été atteints également par ces mots, entre guillemets, là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et on sait qu'aux États-Unis, notamment en Pennsylvanie, certains médecins ont ausculté des employés de l'ambassade américaine qui étaient donc en charge dans ce fameux hôtel de la Havane. Et on a constaté que ces gens-là présentaient des lésions cérébrales qui étaient similaires à des gens qui auraient subi des traumas crâniens. Or, ces gens-là n'ont pas subi de traumatisme crânien. Donc, comment expliquer qu'ils présentent non seulement des symptômes, mais également des lésions cérébrales qui soient identiques à ces traumatismes crâniens? Donc, on a attribué ça à une arme, sans trop pouvoir la définir, même s'il faut quand même le mentionner, des chercheurs de l'université Harvard ont entièrement rejeté cette possibilité en disant non, une arme sonique ne donnerait pas ce genre de résultat, donc il faudrait d'abord déterminer qu'une arme de ce type-là puisse exister, ce qui est très incertain, et d'après les scientifiques de l'université Harvard, qui se spécialisent notamment dans les technologies de pointe, ce type d'arme ne laisserait pas ce genre de séquelles. Néanmoins, il faut bien que ces gens-là aient été atteints par quelque chose. C'est difficile d'imaginer que tout ça n'est que le fruit du hasard, que un groupe d'employés de l'ambassade américaine, un groupe d'employés de l'ambassade canadienne, en poste dans un hôtel de la Havane, souffrent tous des mêmes maux à peu près au même moment et développent le même genre de malaise. Donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas réussi à démontrer quelle était la source. Et évidemment, tu comprendras que le gouvernement cubain nie complètement être impliqué dans cette histoire, et on essaie bien sûr, du côté de la Havane, on essaie de minimiser cette histoire-là. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement du côté du Canada, on ne sait pas trop ce qui va se passer du côté américain, mais on sait que du côté canadien, 5 diplomates canadiens ont annoncé il y a quelques jours qu'ils poursuivaient le gouvernement fédéral pour la somme coquette de 28 millions de dollars. Et ces 5 diplomates canadiens qui étaient en poste à la Havane au moment où ces, entre guillemets, attaques soniques ont commencé. Donc ces gens-là accusent le gouvernement en fait de négligence, d'avoir laissé faire, alors que la presse mentionnait les malaises du côté des employés de l'ambassade américaine, que le gouvernement canadien n'ait rien fait pour leur venir en aide, les ait laissés en poste, même si cette histoire-là circulait. Donc pour ces raisons,
raison, donc pour le laxisme finalement du gouvernement canadien. Et ils ont décidé de poursuivre le gouvernement fédéral pour la somme de 28 millions de dollars. Donc on verra de la suite des choses. Est-ce que les autorités, est-ce que le tribunal va accepter cette demande? C'est une histoire à suivre. 15 ans après son atterrissage sur Mars, la NASA est obligée de dire bye-bye officiellement à sa mission Opportunity. Oui, parce que c'est amusant, parce qu'à toutes les fois où un incident comme celui-là se produit, il y a toujours des théories du complot qui se développent autour de ça. Mais tu l'as mentionné, ce Opportunity était là depuis 15 ans. Donc, c'est une petite sonde qui avait été mise sur la planète Mars. Elle s'est posée sur la planète Rouge en 2004. On était en janvier 2004. Elle suivait de quelques semaines son jumeau, si je peux dire, qui était Spirit, donc qui lui malheureusement Spirit s'est enlisé dans le sable en 2011, donc on a perdu le contact avec lui. Donc quand on parle de cette sonde, essayons d'imaginer, ça ressemble c'est à peu près de la taille d'un petit réfrigérateur avec des roues en dessous. Et Opportunity donc avait originalement pour mission d'explorer un secteur autour de lui de quelques dizaines de mètres. La mission prévue était de 90 jours et déjà là, après 90 jours, l'affaire aurait été couronnée de succès, mais Opportunity, finalement, s'est révélé plus efficace qu'on l'avait cru et il a survécu pendant 15 ans. Donc, pendant 15 ans, il a transmis des informations incroyables. Il a transmis plus de 215 000 photographies de la planète Mars. Tu te rends compte, c'est quand même incroyable. Oui. 215 000 photographies de la planète Mars. Photographies 360, là. Ouais, il y a des photographies 360, des panoramas là-dedans. Il a parcouru 45 kilomètres. C'est un tout petit robot, là. Il a parcouru 45 kilomètres à la surface de la planète Mars. Mais malheureusement, l'été dernier, la NASA avait détecté une tempête de sable qui se développait sur la planète Mars et qui se trouvait exactement à l'endroit où était Opportunity, oui. Et là, évidemment, on a craint parce qu'il faut savoir qu'Opportunity, au moment où il s'est posé, il a déployé des panneaux solaires. Et ces panneaux, ce sont des cellules photoélectriques, donc elles captent les rayons du soleil pour charger les batteries d'Opportunity. Et à partir du moment où le ciel s'est obscurci par cette tempête de sable, Opportunity a eu pour commande de se mettre en état de veille. Et son dernier message remonte au 10 juin 2018. Alors là, Opportunity s'est dit, je me mets en veille et donc en léthargie. En théorie, la sonde aurait pu demeurer quelques semaines en léthargie de cette manière-là pour être ressuscitée à l'issue de cette période. Malheureusement, les conditions climatiques sur Mars se sont détériorées. La tempête de sable a été plus importante qu'on le croyait. Le ciel est demeuré opaque aux rayons du soleil pendant plus longtemps qu'on l'avait anticipé, tant et si bien que lorsqu'on a tenté de raviver Opportunity, on n'a pas réussi. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Depuis les dernières semaines, on a cumulé plus de 1000 tentatives pour ressusciter Opportunity, malheureusement sans résultat. Et les deux craintes qu'anticipait la NASA, c'était de se dire, est-ce qu'on pourra le ramener? Et si on le ramène, est-ce que la tempête de sable n'aura pas fait que Opportunity se soit enlisé dans le sable? Mais on ne le saura jamais parce que malgré tous les efforts qu'on a déployés, on n'a pas réussi à rallumer la machine, tant et si bien que maintenant Opportunity est une espèce de grosse casserole inutile sur la planète Mars. Et la NASA, c'est avec, on le comprend, hein, quand ça fait 15 ans que notre petit robot comme ça nous envoie des données télémétriques tout à fait extraordinaires, évidemment, c'est un peu à regret que la NASA a dû mettre tout ça à l'écart et dire bye-bye, Opportunity, c'est terminé. Les informations qui ont été colligées par le petit robot durant ces 15 années sur Mars sont si importantes que la NASA, encore cette semaine, annonçait qu'elle avait l'intention de retourner. Puis c'est amusant, hein, la semaine dernière, on a parlé de l'homme sur la Lune. Oui. Et notre intervenant, là, Thierry Huguenot, disait la NASA n'a pas présenté de plan pour retourner prochainement sur Mars, donc peut-être que ce sera les Chinois qui iront avant. Mais là, voilà que on se fait prendre de vitesse, hein, parce que en quelque sorte, cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle avait effectivement des plans pour retourner sur Mars, sur la Lune. Elle comptait bien y retourner d'ici l'an 2025. Donc, c'est tout près. Hein. Au cours des 6 prochaines années, on
devrait voir la NASA se retourner sur la Lune. Et ils ont annoncé donc cette semaine que s'ils retournaient sur la Lune, c'était pour y rester. Donc il n'est pas question qu'ils retournent sur la Lune, fassent quelques pas, plantent un drapeau, ramassent quelques pierres et reviennent. Non, ils veulent... La NASA a définitivement un plan pour installer des équipements, des bâtiments permanents sur Mars qui va permettre à des équipes de chercheurs d'y séjourner. Donc ça a été annoncé cette semaine. Ils ont également annoncé que d'ici, à tout le moins dans la décennie de 2030 à 2040, là, ils avaient l'intention d'envoyer des hommes sur Mars. Ça fait partie d'un projet clairement établi à la NASA. Et ils ont mentionné, ils ont souligné en fait l'apport important d'informations transmises par Opportunité en disant lorsque l'homme se posera sur Mars, ben c'est sûr qu'il y aura un petit peu d'opportunité là-dedans parce que les informations transmises par la sonde sont si importantes qu'elles ont littéralement révolutionné la vision que l'on avait de la planète Mars. Donc bravo pour Opportunité. Quand je disais les théories du complot, à chaque fois où il y a un truc bizarre qui se passe sur Mars, et là, dans le cas présent, c'est la fin de c'est la mort de la sonde Opportunité. Ben, déjà, j'ai vu cette semaine circuler sur certains réseaux des informations en disant, ouais, mais peut-être que la NASA nous cache la vérité, peut-être que si Opportunité est mort, c'est peut-être parce qu'il a été détruit par une force extraterrestre ou Opportunité aurait montré des choses que la NASA veut nous cacher. Donc, tu vois, à chaque fois où un truc comme ça se passe, c'est toujours un peu la porte ouverte à toutes sortes de théories du complot. Mais moi, bon, si tu me demandes mon opinion, je pense que Opportunité est mort parce qu'il a été enterré par le sable et qu'il n'a jamais réussi à recharger ses batteries justement à cause des capteurs photosensibles qui sont cachés ou à tout le moins dissimulés par le sable et qui empêchent la recharge des batteries. Christian, on fait une courte pause et après la pause, tu réponds aux questions des auditeurs. Oui, absolument. On va faire ça maintenant. Répondre un peu de temps en temps aux questions des auditeurs. radiox.com, vous avez des questions pour Christian Page, je vous invite à le faire dès maintenant par texto 418-670-9098, 418-670-9098 et on vous invite sur notre page Facebook Radio X-Files où moi et Christian avons mis le lien des hommes en noir qui suivent un homme. Non, pas celui-là, mais j'en ai mis un autre. Ah, t'en as mis un autre? Oui, j'en ai mis un autre. C'est le vidéo de l'homme en noir dont je parlais au début de l'émission, qui rentre dans le bureau, qui parle avec la secrétaire, qui lui donne son appareil photo, qui sort son appareil photo de son sac à main. Et là, elle accompagne l'homme en noir et elle disparaît. Et le type filme ça avec son téléphone portable en filmant un écran vidéo. Et moi, je m'étais dit, c'est comme à la maison. J'ai même personne qui m'écoute. Et non, c'est toi qui ne m'écoutais pas. Ben, les deux sont là, en fait. Ouais, donc c'est ça. Donc effectivement, tu l'as mentionné sur le site d'Insolite Express. Le problème, c'est que le sujet, à partir du moment où tu parles des hommes en noir, oui, il y a toujours une sorte de multiplication, un effet d'entraînement. Donc on a eu cette vidéo il y a à peu près un mois et demi maintenant, qui montrait cet homme en noir qui rentrait dans un bureau, oui, qui s'adressait à une secrétaire. Et je crois que c'est la semaine suivante, une autre vidéo est sortie de cet homme qui dit être suivi par des hommes en noir. Donc ça fait deux vidéos presque coup sur coup qui évoquent les hommes en noir et qui sont disponibles qui étaient disponibles sur le site d'Insolite Express et qu'on a remis mutuellement sur le site de Radio X-Files. Comme à la maison. M'écoute pas, m'écoute pas. Nicolas te demande, est-ce que tu as des suggestions de livres qui sont crédibles sur le projet Blue Book? Quelque chose de crédible sur le projet Blue Book? OK. Non, en fait, c'est parce que la grande problématique, écoute, je vais te le dire tout de suite. Oui. La grande problématique, faudrait savoir d'abord si monsieur en question parle en anglais ou non. Parce que pour un livre qui sort en français, tu auras bien compris qu'il y en a à peu près 50 qui sortent en anglais. Ouais. Donc, effectivement, en anglais, j'aurais 3 ou 4 livres que je pourrais mentionner, qui sont d'excellents livres, qui parlent des ovnis, mais qui consacrent beaucoup d'espace au projet Blue Book et qui sont très intéressants. En français, c'est plus difficile de parler de ces sujets-là parce qu'il y a pas souvent, ce sont des ouvrages qui font dans le fantastique, qui flirtent avec l'occultisme et l'ésotérisme ou dans l'imaginaire. Donc, on n'a pas vraiment d'ouvrages très sérieux en français qui font un peu qui font cette approche du projet Blue Book.
si ce n'est des ouvrages qui vont utiliser, on a mentionné un peu plus tôt dans l'émission, ce billet de confirmation. Donc souvent les ouvrages, comme les documentaires, sont souvent orientés dans ce sens-là. On va piéger ce qui fait notre affaire. C'est par exemple quelqu'un qui croit aux extraterrestres, il va aller chercher dans les documents du projet Blue Book uniquement les rapports où l'armée dit ça c'était mystérieux, etc., etc. Mais ils vont passer sous silence que pour un document qui dit ça c'était mystérieux, il y en a 50 autres qui disent finalement il n'y avait pas de mystère là-dedans. Donc tu comprends, on va chercher, on va puiser à travers toute cette manne d'informations ce qui fait notre affaire. Des ouvrages sérieux qui font le tour du projet Blue Book, autant du côté pour que contre. Il y en a quelques-uns quand même en anglais, dont un, écoute, si tu me permets de me pencher une seconde, parce que là je suis dans mon bureau aux côtés de ma bibliothèque. Alors penche-toi, Christian. C'est bizarre de dire un homme, mais penche-toi. Allez, prends ton temps. Je suis de retour. Oui, Yannick. Bonjour. Donc, un ouvrage écrit par Michael Sword et Robert Powell, qui s'appelle UFO and Government, A Historical Inquiry. C'est vraiment l'ouvrage, là. Ça fait le tour de la question, c'est une brique, on s'entend, c'est une brique, mais ça couvre, en fait, toutes les approches et toutes les raisons qui ont amené les autorités à s'intéresser à la question des ovnis. On en a déjà parlé et je n'insisterai jamais assez là-dessus. Il faut bien comprendre que l'étude des ovnis s'est faite en parallèle avec un événement, une préoccupation sociale de cette époque qu'on appelait la guerre froide. Et cette préoccupation de la guerre froide, non seulement a motivé les autorités américaines à s'intéresser à la question des ovnis, mais on pourra revenir en deuxième partie de l'émission, c'est également ce qui a intéressé le gouvernement à s'intéresser aux hommes en noir. Parce que effectivement, les histoires d'hommes en noir ont rebondi à un moment donné à la CIA, ils ont rebondi au FBI, ils ont rebondi également à l'armée dans les dossiers de l'armée de l'air américaine. Donc, il y avait une préoccupation auprès des autorités de ces histoires d'hommes en noir. C'était pas seulement quelques amateurs d'ovnis qui se réunissaient dans un fond de cour pour inventer des histoires. Ces histoires-là circulaient dans le public, ces histoires-là sont arrivées aux oreilles des services de renseignement et celui de l'armée, et on s'est préoccupé de la présence de ces hommes en noir. Donc, je pourrais en parler, et on s'en est préoccupé parce qu'il y avait en parallèle cette guerre froide, ce bras de fer qui se jouait entre les Américains et les Russes. Et dès qu'on touchait des trucs comme celui-là, ça devenait excessivement sensible. Donc, UFO and Government, par Michael Sword et Robert Powell, aborde toutes ces questions-là, parle de cette guerre froide et parle des motivations qui ont intéressé les services de renseignement. Et évidemment, on parle beaucoup du projet Blue Book, parce qu'il faut le rappeler, pour les gens qui ne seraient pas au courant, entre 1947 et 1969, l'armée américaine s'est intéressée à la question des ovnis de manière soutenue à travers 3 projets. On pourrait presque dire un seul projet, mais qui a changé 3 fois de nom. Et donc, le premier projet s'appelait le projet Sign, dont la mise en place a été faite en décembre 1947. Donc, les premiers travaux commencent en janvier 1948. Ce projet va être éventuellement démantelé en 1949. Il sera remplacé par un autre projet, le projet Grudge, qui va demeurer, qui va donc prendre ses assises entre 1949 et 1952. Et en 1952, il est remplacé par le projet Blue Book, dont actuellement il y a une série télévisée qui s'est inspirée d'eux, mais entendons-nous très librement inspiré du projet Blue Book, qui est présenté au canal History du côté anglophone. Et ce projet, donc Blue Book, a demeuré en service entre 1952 et 1969. Le 17 décembre 1969, l'armée américaine a dit qu'il fermait le projet Blue Book. Et en janvier 1970, ils ont publié leurs conclusions. Les 3 grandes conclusions étaient... Et là, je ne fais que livrer, je suis le porteur du message, on ne débordera pas là-dessus. Les 3 grandes conclusions de l'armée de l'air américaine étaient 1. Il n'y a rien dans ces observations d'OVNI qui ont menacé la sécurité nationale de manière générale. C'est sûr qu'on va toujours trouver, parce que durant cette période, ils ont étudié 12 600 quelques observations d'OVNI. Donc c'est sûr que dans les 12 600 quelques observations d'OVNI, il y en a quelques-unes qui se sont produites près de bases militaires qui étaient où on faisait des activités top secret ou de très haute technologie. Bon, bien sûr, mais de façon générale, les observations d'OVNI
ovnis, toujours selon les conclusions du projet Blue Book, ne menaçaient pas la sécurité nationale. Deuxièmement, aucune de ces observations d'ovnis ne présentait des développements technologiques au-delà de ce que les services, la technologie humaine est capable de faire. Et troisièmement, aucune observation d'OVNI ne permet de prouver ou ne permettait de prouver qu'on était en présence de véhicules extraterrestres. Donc ça, ce sont les trois grandes conclusions qu'ont endossé l'armée américaine au sortir de ce fameux projet Blue Book. Et il n'y a pas eu de grandes enquêtes qui ont été menées sur la question des OVNI. Je sais qu'il y a peut-être des auditeurs qui sont très, très intéressés par la question des OVNI, qui vont dire, oui, mais entre 2008 et 2012, il y a eu un projet d'enquête sur les OVNI qui était le projet d'identification des menaces aérospatiales. Un projet qu'on a appelé, là, dont l'acronyme est ATIP. Mais ce projet, entendons-nous, c'est 20 millions de dollars sur 4 ans à peu près. Quand on sait que le budget annuel de l'armée est de 1 milliard, le département de la Défense, c'est 1 milliard de dollars. Donc tu comprendras que 20 millions sur 4 ans et demi, c'était pas beaucoup. Et tout ça, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça semble plutôt du grattage de dos entre 3-4 gros bonnets du Sénat, notamment, je pense au sénateur Reid du Nouveau-Mexique ou de l'Arizona, et Robert Bigelow, un milliardaire qui a fait fortune dans les hôtels et l'aérospatial. C'était plutôt du genre, gratte-moi le dos puis je vais te gratter le dos. Là. Donc, il y a pas grand-chose là-dedans, dans ce fameux projet-là, ATIP. Je pense que vraiment, là, si on parle fondamentalement d'un projet d'enquête d'envergure sur la question des OVNI, l'armée de l'air américaine a retiré ses billes en 1969 en mettant fin au projet Blue Book. Parfait. Tu as eu une discussion avec un certain Pierre sur notre page Facebook Radio X-Files et Pierre voulait discuter avec toi d'une hypothèse sur l'affaire Dyatlov. Oui, on a parlé de ça il y a 2 semaines maintenant, là, de cette affaire Dyatlov qui a beaucoup intéressé, d'après ce que j'ai pu voir, les auditeurs. Hein. L'histoire Dyatlov, je rappelle pour les gens qui n'étaient pas avec nous quand on en a parlé, c'était cette histoire de ces 9 randonneurs qui, dans la nuit du 1er au 2 février 1959, on se trouve à peu près dans le centre de la Russie. Ces jeunes étaient tous d'anciens ou des étudiants à ce moment-là de l'école polytechnique de Sverdlovsk. Sverdlovsk, aujourd'hui, c'est Ekaterinbourg. Et ces jeunes, donc, ont quitté, sont allés dans une espèce d'expérience de trekking extrême dans les montagnes de l'Oural. Et à un moment donné, donc, dans cette nuit du 1er au 2 février 1959, alors qu'ils sont dans leur tente, ils sont sur une pente d'une montagne qui s'appelle le mont Olachal. Et pour une raison à peu près inconnue, il faut savoir qu'à l'extérieur, il fait tempête, un vent souffle sur la montagne, il fait excessivement froid, la température oscille aux alentours de -20, -30. Et là, pour une raison inconnue, ils vont paniquer, ils vont déchirer la toile de la tente de l'intérieur et ils vont sortir de la tente. Et quand je dis paniquer, c'est très difficile parce que le rapport que l'on a est très contradictoire. Il y a eu une investigation qui a été menée par un certain Lev Ivanov, qui était un ancien policier du département des enquêtes criminelles de cette région-là, de la région de Sverdlovsk. Il avait été chargé d'enquêter sur l'histoire de la mort de ces 9 étudiants sur le mont Olachal. Et c'est un peu contradictoire. Il parle de jeunes qui ont paniqué, mais visiblement, les pas dans la neige montrent que les jeunes sont sortis de la tente, ils ont déchiré la toile comme s'ils étaient paniqués, mais une fois à l'extérieur, ils se sont éloignés de la tente en marchant rapidement, mais pas forcément en courant. Parce que si tu cours dans la neige, tu vas faire une longue... Chacun de tes pas sera comme une espèce de ligne. Parce que la neige, évidemment, il y a des espèces d'éclaboussures de neige. Dans le cas présent, on pouvait noter, on a retrouvé, parce que 3 semaines plus tard, des équipes de recherche ont retrouvé la tente, les corps de ces jeunes, tous morts d'hypothermie sur la montagne. Et visiblement, ils se sont éloignés de la tente en marchant rapidement, mais pas forcément en courant. Et le rapport de Lev Ivanov va conclure, oui, les jeunes sont morts visiblement d'hypothermie. 4 d'entre eux avaient des blessures plus graves parce que dans l'obscurité, ils sont tombés dans une espèce de petit ravin. Et Ivanov conclut son rapport en disant, ces jeunes ont paniqué, ils sont morts d'hypothermie. Quant à savoir quelle est la raison de cette débandade sur le mont Olachal, il termine son rapport en disant « Ils ont cédé à une force irrésistible inconnue ».
Donc, tu comprends que ça semble très mystérieux. Et depuis 1959, toutes sortes de gens sont allés là-bas, ils ont imaginé toutes sortes d'hypothèses. Et c'est un peu l'essence que j'avais de cette conversation avec Pierre. Et Pierre évoque, il dit, peut-être que les jeunes ont paniqué parce qu'ils ont cru à une coulée de neige, une avalanche, et qui a entraîné cette fuite, cette panique. Et Pierre lui-même me dit avoir vécu une expérience semblable alors qu'il faisait du trekking ou en montagne. Il dit avoir entendu un tremblement de terre et que on était, de mémoire, je crois qu'il était dans l'Ouest canadien. Il disait ça ressemblait étrangement, ou on aurait pu avoir l'impression que c'était un tremblement de terre. Et c'est tout à fait possible. Hein. L'idée l'idée, faut le savoir, c'est plusieurs hypothèses. L'idée d'une avalanche ou de la peur de l'avalanche est une hypothèse qui a été maintes fois évoquée, que ce soit par un tremblement de terre, que ce soit par des basses fréquences, que ce soit pour X ou Y raison. L'hypothèse de la peur de l'avalanche a été maintes fois évoquée. Le problème dans l'hypothèse proposée par Pierre, c'est que malheureusement, toute cette région-là de la Russie, il y a des sismographes et en 1959, il n'y a que 2 tremblements de terre rapportés. D'abord, il faut le savoir, les montagnes de l'Oural ne sont pas un endroit qui est géologiquement très actif. On n'a pas de mémoire de tremblements de terre dans cette région-là. En 1959, il n'y a que 2 tremblements de terre qui se sont produits dans l'ancienne Union soviétique, soit le 9 avril 1959. On parle d'un petit tremblement de terre à 5 sur l'échelle de Richter, et c'était dans les îles Kouril qui se trouvent à l'extrême est de la Russie. Hein. C'est la péninsule du Kamchatka. Donc, le 9 avril 59, petit tremblement de terre de 5 sur l'échelle de Richter. Et ensuite, le 4 mai 1959, là, c'est du sérieux. Toujours dans cette péninsule du Kamchatka, un tremblement de terre de 8,2 à l'échelle de Richter. Là, on parle d'un très, très gros tremblement de terre. Mais pour ce qui est de février 1959, même si l'endroit est couvert de sismographes, tu comprendras qu'un tel tremblement de terre, un tel mouvement géologique aurait rapidement été détecté, il aurait été noté dans le rapport, et il n'y a rien. Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, désolé Pierre, il n'y a pas eu de tremblement de terre dans l'Oural. En revanche, ça n'éclipse pas l'hypothèse de la peur de l'avalanche. Est-ce qu'un autre événement a amené les jeunes à croire qu'une avalanche était imminente? L'hypothèse de l'avalanche, pourquoi elle n'est pas, disons, unanimement acceptée? Il faut savoir que les jeunes avaient installé leur tente sur l'une des pentes du mont Lachal et que cette pente a 18 degrés. Or, si on se réfère aux spécialistes, en dessous de 25 degrés de pente, les possibilités, les risques d'avalanche sont extrêmement faibles, voire inexistants. Donc, sur une pente à 18 degrés, la possibilité d'une avalanche est à peu près nulle. Et ces jeunes c'est des jeunes qui étaient aguerris à ce genre de trekking. Donc, quel que soit l'événement, il est douteux que la première pensée que les jeunes aient eue est la possibilité d'une coulée de neige. Ils savaient pertinemment en installant leur tente à cet endroit que les risques d'avalanche étaient à peu près nuls. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à paniquer? Je ne saurais te le dire, et c'est pour ça que l'affaire Dyatlov continue d'être un mystère encore aujourd'hui. Autre question du public, tu as discuté avec Martin de phénomènes lumineux dans le secteur de la Norvège. Oui, voilà, c'est Martin qui me demande ce que je pense des lumières d'Esdalen. Hein. Les lumières d'Esdalen, il faut savoir qu'Esdalen est une vallée encastrée qui se trouve dans un endroit très reculé de la Norvège. Écoute, on parle ici, là, si les gens veulent s'imaginer, là, on est à peu près à 500 kilomètres au nord d'Oslo. C'est vraiment un endroit là, très peu peuplé, et on est dans une vallée encastrée. Et depuis, je te dirais, les années 80, même dans les années 70, des gens avaient rapporté au-dessus de cette vallée d'Esdalen d'étranges lumières. Et ces lumières, elles sautillent, elles s'étirent, elles font toutes sortes de mouvements, elles perdurent parfois quelques secondes, et quand je dis quelques secondes, là,
entendons-nous, ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de secondes avant de disparaître. Jusqu'à maintenant, moi j'ai entendu parler des lumières d'Esdalen pour la première fois en 1993. Je me trouvais en Europe, j'avais été invité à faire une présentation dans un congrès sur les ovnis, et je me suis retrouvé avec Erling Strand. Erling Strand, c'est un scientifique d'Oslo, et il a été chargé par le gouvernement. En fait, il travaille à l'université, mais il a réussi à avoir des subsides du gouvernement de la Norvège pour enquêter sur ces fameuses lumières d'Esdalen dans un projet qu'on appelle le projet Esdalen et qui a toujours cours, je crois, aujourd'hui, où on a installé dans la vallée d'Esdalen des caméras avec des systèmes automatiques pour pouvoir photographier ou détecter des phénomènes lumineux dans le ciel. Il y a des choses très mystérieuses à propos de ces lumières d'Esdalen. Elles ne sont visibles qu'à une certaine hauteur, donc beaucoup de gens dans la vallée ne les voient pas, alors que des gens à l'extérieur de la vallée, qui sont un peu plus sur les collines, par exemple, vont voir les lumières au-dessus de la vallée. Alors pourquoi les gens dans la vallée ne les voient pas? Ça reste un peu mystérieux. À quelques reprises, certaines de ces lumières ont été observées. On a envoyé vers les lumières des faisceaux de laser et les lumières d'Esdalen, entre guillemets, réagissaient à ces faisceaux laser. Et bon, ça semble très mystérieux. Il n'y avait pas un mécanisme d'intelligence, mais plutôt un mécanisme de réaction. Tu envoyais le laser et soudainement, la lumière semblait scintiller plus ou moins ou selon un rythme différent. Encore aujourd'hui, les lumières d'Esdalen restent un mystère. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais tous sont à peu près unanimes. Il s'agit d'un phénomène naturel. Donc, il faut pas voir d'extraterrestres là-dedans ou une intelligence quelconque. C'est vraiment une curiosité naturelle, même si on l'explique pas très bien. La plupart des gens qui se sont intéressés aux lumières d'Esdalen sont d'avis qu'il doit s'agir d'un phénomène de plasma. Donc, une réaction qui se produit dans l'air, soit par des émanations qui proviendraient du sol de la vallée d'Esdalen, qui réagiraient avec la pression atmosphérique, les taux d'humidité qui sont dans l'air, et qui déclencheraient ces mystérieux phénomènes lumineux. Mais on est ici dans le cadre d'un phénomène naturel, encore inexpliqué, mais pas forcément inexplicable. Je suis convaincu que si on continue de faire des recherches, on arrivera très très bien dans les prochaines années à déterminer quelle est exactement la nature de ce phénomène lumineux observé au-dessus de la vallée d'Esdalen. Et à mon avis, je sais que le phénomène est souvent évoqué dans des ouvrages sur les ovnis, mais associer les lumières d'Esdalen à des phénomènes ovnis du type objet volant non identifié, alors qu'ici, il s'agit plutôt de lumière méconnue de la science, je pense qu'on fait un raccourci ici qui est peut-être pas nécessairement souhaitable. Mais quoi qu'il en soit, oui, les lumières d'Esdalen, phénomène mystérieux, encore mal connu, même si on est à peu près certain, de manière unanime, qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Prochain sujet. Et je peux pas croire qu'on a encore des discussions là-dessus, mais Denis te posait la question à savoir, Stanley Kubrick, l'annulissage d'Apollo 11, qu'est-ce que tu en pensais? Voilà, ça c'est intéressant parce que Denis m'écrit en me disant vous avez parlé de l'alunissage, la théorie du complot concernant la mission Apollo 11, c'était le sujet de notre émission de la semaine dernière, et il me demande pourquoi j'ai pas évoqué l'histoire du film ou pas l'histoire du film, mais on a dans la théorie du complot, beaucoup de complotistes pointent du doigt Stanley Kubrick. On dit peut-être que Kubrick, en tout cas, il y a une rumeur, Stanley Kubrick, le père de l'Odyssée de l'espace, l'Odyssée 2001 de l'espace, ce cinéaste de génie, aurait été mandaté par la NASA pour tourner les images de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune, mais tout ça en studio, évidemment. Alors, il me dit, pourquoi vous n'avez pas évoqué cette histoire-là? Puis il existe même un film qui fait un peu le procès de cette implication de Stanley Kubrick. Pourquoi j'en ai pas parlé? Non pas parce que je voulais passer sous silence cette histoire-là, mais parce que c'est faux. Cette histoire-là, cette rumeur à propos de Stanley Kubrick provient d'un film qui s'appelle Opération Lune, qui est un faux documentaire réalisé en 2004 pour le compte du réseau de télévision Arte, et ça a été produit par un cinéaste français qui s'appelle William Carell. Carell a décidé, lui et son équipe, à la demande de Arte, de faire une bonne plaisanterie. Et cette plaisanterie, puisque l'idée de ce faux alunissage circulait déjà dans la complosphère, ils se sont dit, pourquoi ne pas s'amuser à faire un faux documentaire sur
l'alunissage d'Apollo 11. Et écoute, le film en question, Opération Lune, a été présenté à Montréal dans le cadre des festivals de films scientifiques. Et évidemment, quand le film a été présenté, William Carell a bien dit c'est un faux film, c'est un faux documentaire. Alors, il a présenté ça, les gens se sont bien bidonnés. Malheureusement, le film qui a été présenté à quelques reprises à la télévision, toujours en disant, écoutez, là, c'est une blague, ça, là, c'est pas vrai. Mais, évidemment, les théoriciens du complot ont récupéré le film et l'ont moussé sans dire, bien sûr, que c'était une plaisanterie. Et en 2004, le 1er juin 2004, d'ailleurs, pour présenter son film, William Carell avait répondu à des questions du public. Il avait donné une conférence de presse où les gens parlaient de son film et lui, évidemment, racontait de quelle façon il avait monté ça. Et c'est vraiment un coup incroyable de montage. Aucune, à peu près, des entrevues que l'on voit dans ce film-là n'a été faite dans ce but-là. C'est-à-dire que c'est essentiellement des témoignages qui ont été détournés ou des commentaires qui ont été détournés de leur réalité pour les faire coller à la réalité de ce faux alunissage d'Apollo 11 inventé sous l'œil de la caméra de William Carell. Écoute, on écoute un petit extrait de cette conférence de presse où William Carell parle justement de comment il a imaginé Opération Lune. Monsieur, je voudrais savoir d'abord comment vous avez réussi à persuader Monsieur Kissinger et Rumsfeld et tout ça de jouer. Il ne joue pas du tout dans le film. Non. Le principe, c'était de détourner les entretiens. J'avais fait un film sur le Watergate 2 ans avant, et il a suffi que je prenne les entretiens et de détourner. Quand il parle du plus grand scandale qui aura jamais lieu, c'était de croiser les entretiens. Je ne l'ai jamais vu pour ce film, c'est du détournement d'entretiens réalisés 2 ans plus tôt. Eux-mêmes ils n'ont jamais été dans la même pièce où le cocktail, c'est le talent du monteur. Ils ne se sont jamais rencontrés, on les a filmés à des mois d'écart. Il suffisait de les rassembler, ils ne se sont jamais croisés dans cette réunion. C'est des bouts d'entretien. Il ne l'a pas vu. Non, mais je veux dire, oui. Du point de vue, les Américains avec les droits et tout ça... On l'a présenté comme une plaisanterie. On a tourné un peu partout au festival de San Francisco, là, et à Dallas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Non, on se méfie de Rumsfeld, dont on... Ah oui, Rumsfeld, justement, Rumsfeld. Avec l'Irak et tout ça, Rumsfeld, je ne le voyais pas jouer dans un truc comme ça. Il doit être occupé ailleurs, j'imagine. Je ne le vois pas comédien, justement. Mais donc, le principe, c'est de détourner les entretiens. Sur les conseillers de Nixon, qui sont tous les 5 vrais conseillers au moment du lancement des premiers pas sur la Lune, il suffisait d'inventer un faux témoin qui est évidemment la secrétaire de Nixon, qui n'existe pas, qui est une comédienne, entre guillemets, à qui on a écrit un texte, et c'est la seule qui parle de la Lune et des premiers pas et de la concurrence avec les Russes. C'est la seule. Si vous glissez un faux témoin au milieu de 5 vrais, je pense que ça passe. Mais sur le point de départ du film, c'était une commande d'Arte qui voulait faire une soirée à thème sur est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on voit à la télévision et comment on peut manipuler les images. Et après être parti sur une idée très classique sur Timmy Sohara, sur toutes les photos truquées, les faux carnets d'Hitler, je leur ai proposé de faire plutôt une farce ou enfin une plaisanterie et d'essayer par l'humour de traiter ce sujet. Et pourquoi ce sujet, justement? Pourquoi avez-vous choisi? Pourquoi la Lune? Voilà, pourquoi la Lune? Une fois qu'on a admis le principe de faire un documentaire, comme on disait, il fallait qu'on ait une histoire vraiment universelle, où la planète entière en avait entendu parler, sur laquelle il existe tellement, aujourd'hui près de 300 sites de gens qui continuent à dire que ça n'a jamais existé, ils n'ont jamais marché. Tous les trucs sur la pellicule qui se brise, la photo avec les 2 projecteurs, tout ça, vous le trouvez sur Internet. Il y a un site, en Belgique beaucoup aussi, de gens. Moi, je reçois jusqu'à aujourd'hui des gens qui ont vu mon film, de sites qui me disent « Enfin, vous avez remis à leur place, et vous pouvez... » Donc, on a fait ce film. Le seul point, on ne voulait pas prévenir les spectateurs. Ce soir, on avait une discussion pour savoir si on vous dit avant ou si on vous dit si c'est un faux. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas décidé. Quand on prévient les gens, ça leur gâche un peu du plaisir. Mais Arte, on a fait une projection juste avant la diffusion pour voir, tel qu'on avait monté le film, à partir de la 20e minute, donc un peu avant la moitié, on doit se rendre compte que c'est faux. Enfin, que quand à la 20e minute, il y a le producteur hollywoodien
qui dit qu'ils leur ont promis qu'un acteur serait président des États-Unis, et puis toutes ces histoires sur le pas de tir qu'ils ont déplacé pour avoir le soleil en face, comme s'ils ne pouvaient pas mettre la caméra de l'autre côté pour avoir le... Mais les gens continuaient à marcher, et tout le temps. Là, les gens commencent à... Oui. Mais même le producteur hollywoodien, il me semblait qu'on voyait vraiment que c'était pas du tout à New York, mais sur le pont de Grenelle, la Statue de la Liberté, puisqu'on voit des gens faire du jogging. Donald Rumsfeld, qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place? Rumsfeld est persuadé que Kubrick ne refusera pas. Sous l'administration Kennedy, la Maison-Blanche lui avait accordé une autorisation exceptionnelle pour entrer dans les lieux stratégiques du Pentagone pendant la préparation du film Dr. Folamour. Kubrick leur doit bien cela. Moi, j'ai fait 2 faux documentaires pour Arte qu'on essaye de sortir dans un même DVD. Un que j'ai fait sur Hollywood, que j'aime bien, qui est totalement faux. Et celui-ci, on aimerait les sortir les 2 ensemble. Ce film a déjà été diffusé 2 fois sur Arte, que je sache. Et sur Canal Plus aussi, non. Ah, mais Arte, la 2e fois, l'a diffusé le 1er avril. D'ailleurs, tous les pays qui l'ont acheté, il y a une dizaine de pays étrangers, l'ont diffusé ensemble le 1er avril en annonçant que c'était une plaisanterie. Alors, quelle a été la réaction d'Arte, justement? Tu m'as toujours démontré ton amour pour les faux documentaires, Christian. Oui, c'est ça. Je voulais simplement mentionner que je l'ai pas mentionné parce que, bon, j'aime pas trop faire parce que je sais qu'à partir du moment où on en parle, ce documentaire, ce faux documentaire s'appelait Opération Lune. Je sais qu'il y a probablement des auditeurs ce soir qui vont s'empresser d'aller regarder cette vidéo et d'autres on va donner l'information. Et très rapidement, on ne fait que la promotion de cela. Et si le vidéo est présenté hors contexte, ça ne fait qu'alimenter cette controverse. Et moi, personnellement, au nom de l'art, je ne suis pas d'accord que l'on fasse n'importe quoi. Et personnellement, et ça n'engage que moi, je suis contre l'idée des faux documentaires. Ce cas-là, par exemple, Opération Lune en est un exemple. Il y a quelques années, le canal Discovery aux États-Unis a présenté un faux documentaire sur les sirènes. On avait trouvé le corps d'une sirène. On en fait un sur le mégalodon, le requin géant, ancêtre du requin blanc. Et on en a même fait un sur l'affaire Dyatlov en nous disant que les gens du groupe Dyatlov avait peut-être été tué par un Yéti. Et tout ça est présenté, c'est des faux documentaires avec des comédiens qui jouent le rôle de scientifiques, avec des titres ronflants. On les voit apparaître à l'écran avec docteur machin truc de l'organisation machin. Et tout ça est présenté comme un vrai documentaire. Ce n'est qu'à la toute fin qu'un petit bandeau apparaît en disant « Écoutez, tout ce que vous venez de voir est faux ». Le problème, et en particulier à la télévision, c'est qu'on fait beaucoup d'autopromotion. C'est-à-dire qu'au moment où le générique apparaît et au moment où le bandeau en question t'annonçant que tout ce que tu viens de voir et de la foutaise, tout ça est réduit à la grosseur d'un timbre-poste envoyé dans le coin de ton écran et pour t'annoncer la prochaine émission qui va suivre. Et de toute façon, de toi à moi, qui lit les génériques? Donc, éventuellement, cette information-là circule. Et encore aujourd'hui, des gens m'accostent en me disant hey, « J'ai vu un documentaire à Discovery, on aurait trouvé le cadavre d'une sirène. » Oui, mais c'est un faux documentaire. Donc, ce documentaire, et l'exemple dans le domaine qui nous intéresse, le domaine des ovnis, par exemple, le film Le 4e type, un film sorti en 2009-2010, quelque chose comme ça, où on voit, c'est l'histoire qui tourne autour d'enlèvements extraterrestres. Le film débute, on voit la comédienne Mila Jovovich qui arrive à l'écran en vous disant écoutez, dans ce film, j'interprète le rôle du docteur Abigail Tyler qui s'est intéressé à des enlèvements extraterrestres. Et durant le film, on nous montre même des films d'archives de gens sous hypnose qui racontent leur enlèvement extraterrestre et des films d'archives montrant le docteur Abigail Tyler. C'est faux. Ça n'a jamais existé. Le docteur Abigail Tyler, même dans les films d'archives, sont joués par une comédienne qui s'appelle Charlotte Milchard. Tout ça n'existe pas, c'est du faux documentaire. Mais ça rend flou la ligne entre la réalité et la fiction. Et c'est pour ça que je m'oppose à l'idée des faux documentaires. Je ne suis pas partisan des faux documentaires, mais bon, si des cinéastes en font, ils en font au nom de l'art, tant mieux. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas volontairement parlé d'Opération Lune la semaine dernière. On fait une courte pause, on vient.
Oui. Radio X-Files. Les hommes en noir, c'est le sujet de la soirée. Ouais, les MIBs, hein, c'était... en fait, on vient d'entendre la chanson thème du film Homme en noir, Men in Black 1, le film de 1997, qui mettait en vedette Will Smith, le premier d'une trilogie, et ça leur a mis un peu au goût du jour, ces histoires d'hommes en noir. C'est vrai que c'était un peu oublié. Disons que les hommes en noir ont connu une période très effervescente entre les années 50 et les années 70. Et puis après, le phénomène s'est peu à peu atténué. On en parlait beaucoup moins. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de cette trilogie MIBs, les hommes en noir, on a vu réapparaître ces figures, ces croque-mitaines de l'ufologie qui sont les hommes en noir. Donc, écoute, sans plus tarder, on va passer à l'entrevue, si tu veux bien, avec Richard Nolan. Encore une fois, j'explique la raison de ce sujet de ce soir. C'est une vidéo dont on a mis le lien sur le site de Radio X-Files. Une vidéo présentée il y a quelques semaines qui montre un homme en noir qui se présente dans un bureau d'avocat en Alaska et qui enlève littéralement une secrétaire, et tout ça alimentait à nouveau ces histoires d'hommes en noir. Donc, il y a quelques semaines aussi, Richard Nolan était de passage à Montréal, un bon ami à moi. On s'est retrouvés dans un appartement à Montréal, on a fait une entrevue ensemble. Je vous fais entendre cette conversation et on revient ensuite pour parler plus abondamment de cette histoire d'hommes en noir et quelle est la place qu'on doit leur donner dans cette culture ufologique des dernières années. Richard Nolan, quand on parle du phénomène des ovnis, il y a une espèce de thématique tentaculaire qui revient régulièrement, c'est l'histoire des hommes en noir. D'où vient cette légende? D'abord, dans un premier temps, est-ce une légende et qu'est-ce que l'on sait exactement de ces histoires d'hommes en noir? Où trouve-t-on la racine de ces histoires? Bien, la racine des histoires d'hommes en noir, c'est un Américain, un ufologue de la première heure qui s'appelait Alfred Bender, qui raconte au début des années 50 que un soir, dans sa chambre, sont littéralement apparus 3 hommes en noir. Alors, pour donner une image rapide, c'est des personnages qui ressemblent à un mélange un peu des Blues Brothers et des MIB du film, de la série de films bien connue. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont avec un costume noir qui leur va moyennement, un chapeau feutre mou noir, et qui arrivent donc dans la chambre de Bender et qui lui explique que en gros, il a compris des choses sur les ovnis, sur leur origine, mais qu'il n'a pas le droit de les diffuser. Et ils ont des yeux un peu lumineux. Enfin voilà, ils lui font peur et ils s'en vont. Bender, là je résume vraiment très très vite, quoi. Bender donc prend vraiment peur, quitte quasiment, complètement le milieu des ovnis, mais l'affaire s'ébruite. Et elle est reprise notamment par des gens comme Gray Barker, qui va en faire un livre déjà très conspirationniste à l'époque, qui s'appelait mais la version française, c'est Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. Et donc en fait apparaît cette histoire de personnages mystérieux, sinistres, qui des fois semblent être un peu des robots, et qui viennent auprès de témoins pour les intimider et pour les empêcher de raconter ce qu'ils ont vu et des choses comme ça. Donc les hommes en noir, il y a un portrait robot, donc ce sont des gens habillés à l'ancienne, habillés d'une manière un peu comme des croque-morts. La comparaison est souvent donnée, avec des voitures anciennes, mais faisant très neuves, et puis alors, des gens qui souvent ne semblent pas appartenir à notre monde, dans la mesure où ils semblent ignorer des détails de la vie courante, des choses comme ça, mais ils sont là pour faire peur aux témoins. Alors il y a au fil des décennies, on trouve des témoignages aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, y compris en France, puisque Joël Ménard avait fait un livre là-dessus. Et à un moment donné, on finit par se poser la question, savoir si ces hommes en noir, qui c'est un côté quand même mise en scène absolument au maximum, quand même, sont vraiment des agents extraterrestres,
ou si ça pourrait être aussi une mise en scène destinée à ce que des témoins se taisent, mais une mise en scène qui est organisée par soit l'armée, soit par une agence quelconque. Voilà quoi, les hommes en noir vont comme ça hanter l'ufologie des années 50, 60, 70, 80, mais on ne sait pas si c'est un effet secondaire du film et de son succès. Mais depuis qu'il y a eu le film, eh ben on n'entend quasiment plus parler d'histoire d'hommes en noir dans l'ufologie. Ouais. C'est des croque-mitaines. C'est amusant parce que quand on regarde la version de Bender, il raconte ces histoires d'hommes en noir en associant, parce qu'il va écrire éventuellement un ouvrage consacré à cette histoire, les trois hommes et la soucoupe ou les soucoupes. Et dans cet ouvrage, il définit clairement ces hommes en noir comme étant des extraterrestres. Alors que sous la plume de Gray Barker, ces hommes en noir deviennent davantage des agents du gouvernement et qui ont pour objectif de faire taire les témoins du phénomène OVNI. D'ailleurs, si je ne m'abuse, l'ouvrage de Gray Barker va notamment titiller nul autre que Edgar Hoover, qui est à la tête du FBI et qui va demander à ces hommes, écoutez, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'hommes qui visitent des témoins sur les OVNI? Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Il va même demander à ce qu'on vérifie l'ouvrage de Gray Barker. C'est amusant de voir cette mutation. À l'origine, on parle d'extraterrestres, et il y a une mutation du phénomène vers des agents à la solde du gouvernement. C'est-à-dire le comportement était tellement étrange. C'est vrai que Gray Barker et d'autres ont envie de poser la question, de se dire que le côté mise en scène, finalement, convient plus et surtout a beaucoup plus de résultats si on pense que c'est une agence ou l'armée qui s'occupe de ça, plutôt que des extraterrestres ayant un comportement comme ça paraît encore plus absurde que si c'était une organisation quelconque qui s'en sert pour faire peur aux gens et pour qu'ils ne parlent pas. Mais on sait que quand même Gray Barker, à son époque, était un éditeur également. C'est un type qui aimait beaucoup le fantastique. C'est un type qui était un extraordinaire entrepreneur d'histoire. Et on peut se demander, est-ce que finalement Gray Barker n'a pas simplement capitalisé sur cette espèce de délire de Bender qui disait avoir été visité par des extraterrestres pour finalement mousser une histoire qui n'a jamais existé? Parce que si on regarde de façon rationnelle, je pense que la première explication qui vient à l'esprit, c'est que les hommes en noir n'ont jamais existé et n'ont été simplement qu'une confusion. Parce qu'on se rappelle, dans les années 50 et 60, l'armée américaine avait des programmes d'enquête sur les ovnis, que ce soit le projet Sign, le projet Grudge ou le projet Blue Book. Et dans les cas les plus exceptionnels, des enquêteurs se rendaient chez les témoins pour prendre leur déposition. Est-ce qu'avec le temps, ces rencontres entre les militaires prenant les dépositions des témoins n'ont pas pu éventuellement être recoloré à la saveur des hommes en noir sous la plume de Gray Barker? Mais d'un côté, il y a ce que raconte Gray Barker, et qui était quand même connu pour, à partir d'un certain moment, monter des canulars pour le sport, vraiment. Mais il y a aussi d'autres témoignages qui sont tout à fait extérieurs, et on peut très bien imaginer que d'un côté, l'armée envoie des enquêteurs, ce qui est tout à fait normal, ou même le FBI et tout, mais que s'il y a besoin d'être un peu plus ferme, on puisse monter une mise en scène comme ça pour faire peur aux témoins, quoi. S'il faut vraiment pas qu'ils ne parlent de certaines choses, quoi. L'un peut très bien aller avec l'autre, mais parce qu'il y a toute une partie de témoignages concernant ces hommes en noir qui sont qui n'ont rien à voir avec Gray Barker, quand même. Ouais. De façon plus large, si les hommes en noir ont eu une réelle existence, on peut se demander pourquoi les autorités auraient-elles cherché à intimider des témoins. Pourquoi utiliser cette mise en scène, justement? Ben oui, mais il faudrait poser la question aux autorités elles-mêmes. Mais bon, que des autorités, quelles qu'elles soient, utilisent une mise en scène quelle qu'elle soit pour cacher une chose quelle qu'elle soit, donc pas forcément des ovnis, ça serait pas la première fois que ça arrive. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ben oui, maintenant les hommes en noir semblent avoir vraiment disparu, quoi. On n'en entend plus parler, quoi. C'est le croque-mitaine,
est reparti dans la nuit. Voilà, on a l'impression que l'histoire des hommes en noir... C'est vraiment symptomatique d'une période de l'ufologie. Oui, on dirait que ça s'inscrit également dans une espèce d'épisode de paranoïa qui s'était développé un peu à cette époque, parce que avec avec l'avènement des années 60-70, l'affaire du Watergate, il y a une perte. Le public a une perte de confiance dans les autorités, même dans l'histoire des ovnis. À partir du milieu des années 60, l'armée de l'air américaine est complètement désavouée par le public, ce qui va éventuellement entraîner une commission civile à travers l'Université du Colorado. Mais donc, on voit qu'il y a un désaveu du public par rapport aux autorités, et par rapport également au gouvernement de façon plus large. On regarde avec les scandales politiques. Et là, soudainement, arrivent ces hommes en noir qui représente bien cette espèce de paranoïa qui répond bien à cette vision que l'on a, disant les autorités savent tout et nous, on ne sait rien. Oui. Mais il faut toujours quand même se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que cette invention, parce que Bender, c'était ou une hallucination ou une invention pure et simple. Son histoire, on peut penser qu'il a cru vraiment les voir. En plus, les hommes en noir qu'il a vus, c'est pas du tout ce qu'on voit. Enfin, c'est en partie seulement ce qu'on voit ailleurs, par exemple, après, puisque ils avaient des yeux lumineux, par exemple, ce qu'on ne voit plus après. Les hommes en noir... c'est ça, c'est comme un espèce de fantôme qui hante l'ufologie jusqu'à dans les années 80. Ouais. Et comme si d'ailleurs dans beaucoup de choses de l'ufologie, c'est ça, on est passé justement à autre chose, à d'autres systèmes et tout. Mais la mise en scène a pu très bien être utilisée à certaines occasions pour obtenir le silence de témoins sur des choses qu'ils ont vu et qu'ils n'auraient pas dû voir et qui n'étaient pas forcément même des ovnis. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, grâce à la loi d'accès à l'information, on a accès à toutes sortes de dossiers et on sait maintenant, par exemple, il y a une histoire célèbre dans le domaine des ovnis, l'affaire Paul Benevitz, par exemple, où on sait que les autorités ont monté une espèce de mise en scène dans le but justement de tromper un témoin qui disait avoir vu des ovnis, d'avoir capté des informations radio, en fait des communications entre extraterrestres. Les autorités ont éventuellement découvert qu'il s'agissait effectivement de transmissions bien réelles, mais des transmissions secrètes entre différentes factions de l'armée. Notamment, on procédait à des essais d'avions sur une base militaire au Nouveau-Mexique et éventuellement, en fait, la base militaire d'Albuquerque. Et éventuellement, les autorités, en découvrant que Paul Benevitz avait, de manière un peu fortuite, capté ces messages, ces informations, en fait, des données télémétriques, on a monté une mise en scène qui allait dans le sens de ses croyances qui étaient sur les extraterrestres, pour finalement, littéralement, le faire patauger dans une histoire tout à fait rocambolesque. Elle le grillait complètement. Oui, absolument. Richard Nolan, merci beaucoup pour ces quelques précisions sur les hommes en noir. Alors voilà, excellente entrevue. Oui, écoute, donc comme Richard le dit, phénomène inventé de toutes pièces au début des années 50 par Albert Bender, reprise ensuite par Gray Barker dans un ouvrage They Knew Too Much About Flying Saucers, ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. D'ailleurs, un ouvrage qui est disponible en français, toujours disponible en librairie, Gray Barker, et c'est Pierre Lagrange qui en signe la préface, donc un sociologue français. Et cette histoire-là est devenue, comme pour utiliser l'expression que dit Richard, un peu comme le fantôme qui a hanté l'ufologie des années 50, 60 et même les années 70. Oui, puis on va se dire, Christian, quand il y a des employés du gouvernement qui sont appelés à aller rencontrer des gens, sont tout le temps bien sapés, là, tu me pardonneras l'expression, mais sont toujours bien sapés. Et c'est rare que tu vas voir un employé du gouvernement ou encore un policier ou encore un enquêteur qui est en civil habillé avec un habit couleur pastel, là. Ouais, voilà. Et tu viens de mettre le doigt sur la situation, sur le problème. C'est exactement ce que je crois. Donc, personnellement, là, je pense que les hommes en noir ont un fond de réalité. Mais cette réalité, écoute, si tu consultes l'Internet, par exemple, entre simplement le mot homme, mode,
vestimentaire, 1950-1960, et tu viens de gagner le jackpot. T'as tout compris. À l'époque, dans les années 50 et 60, même les années 70, les gens, tous les fonctionnaires du gouvernement étaient habillés avec des costumes, cravates, chapeaux mou. C'était la mode de l'époque. Et à l'époque également, les enquêteurs civils, parce qu'il y avait des organisations civiles qui enquêtaient sur les ovnis. Je pense dans les années 50-60, il y avait des organisations comme le NICAP, l'APRO, qui étaient des organisations civiles qui s'intéressaient à la question des ovnis. Et encore là, tu comprendras que les hommes qui avaient 40, 45 ans, 50 ans, qui travaillaient, on s'entend, là, c'était bénévole. Quand je dis travaillait, à tout le moins qui collaborait avec ces organisations, s'ils voulaient se donner un peu de prestance et un peu de sérieux, ils s'habillaient comme des fonctionnaires. Et les fonctionnaires s'habillaient avec des complets vestons, cravates et chapeaux. Donc, combien de gens, par exemple, ont pu visiter des témoins d'OVNI, que ce soit des agents du FBI, et on va revenir sur les motivations ensuite, des agents du FBI, des agents de la CIA, ou encore des agents qui travaillaient pour le compte de l'armée américaine, parce qu'il faut se rappeler que l'armée américaine, entre 1947, je l'ai mentionné, et 1969, ils ont tenu des commissions d'enquête sur les ovnis. Donc, évidemment, à quelques reprises, ils ont dû envoyer des enquêteurs. Donc, ces gens qui se présentaient, ces enquêteurs qui se présentaient chez des témoins ovnis, évidemment, pour le public, pour monsieur et madame tout le monde, ils voyaient arriver un homme en costume cravate et je le sais, écoute, les ufologues n'ont pas leur pareil pour se trouver des noms ronflants d'organisations. C'est l'ufologue qui fait partie de l'Organisation internationale d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux. C'est 4 gars dans un garage à Quaticook. Mais c'est l'Organisation internationale de recherche. Donc, et ces gens-là se trouvent toutes sortes de logos avec la planète et comme des espèces de vrilles autour, toutes sortes de logos un peu étrange. Donc, ces gens-là se présentent chez monsieur et madame tout le monde et il n'est pas impossible qu'en dehors des agents du gouvernement, le FBI, CIA et Armée de l'air, il est possible que des enquêteurs de l'APRO, du NICAP, se sont présentés chez monsieur et madame X ou Y en sortant leur carte d'affaires ou en disant « Je suis membre d'une organisation civile » et peut-être même, je pense que certains d'entre eux ont peut-être même poussé un peu le bouchon en disant « On est membre d'organisations paragouvernementales ». Ça fait tellement beau. Paragouvernementales qui enquêtent sur les ovnis. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ces gens-là sont tous pareils. Ce sont des gens qui arrivent avec costume, cravate, chapeau. Ils ont des cartes avec des noms ronflants d'organisations, avec des acronymes puis des logos. Les gens ne savent pas faire vraiment la différence entre un agent enquêtant pour une organisation civile ou un agent enquêtant pour la CIA, la FBI, la NSA, l'Armée de l'air. Pour ces gens-là, ce sont des enquêteurs. Et sous la plume d'individus comme Gray Barker, et Richard l'a bien mentionné, Gray Barker, j'aurais pas d'autre synonyme j'aurais pas d'autre façon de te le comparer au P.T. Barnum de l'ufologie. Le type qui inventait canular sur canular. Le type était un éditeur, il avait un petit magazine. À l'époque, faut se rappeler, c'est bien avant l'époque de l'Internet. La question des ovnis est traitée dans des petits magazines. On appelle ça à l'époque, dans les années 50 et 60, des pulp magazines, parce que c'est pulp dans le pulpe, parce que la qualité du papier était tellement mauvaise qu'on voyait la pulpe du papier, même à travers les caractères d'imprimerie. Et donc, on faisait ces pulps qui étaient disponibles pour quelques sous, en 25 sous, 35 sous, on pouvait acheter ça dans des kiosques à journaux. Et Gray Barker était, je crois que c'était le Flying Saucer, un truc machin qui publiait Fantastic Stories. Et écoute, il inventait histoire sur histoire. C'était un entrepreneur de génie. Il inventait, dans ses magazines, il y avait la moitié des histoires qui étaient tout à fait inventées et l'autre moitié était à moitié inventée. Tu vois le genre? Il entretenait le public. C'était une époque qui était extraordinaire. On aimait le fantastique. Et bien sûr, Gray Barker ne manquait jamais une bonne occasion de raconter une bonne histoire, même s'il fallait, comme on dit chez nous, beurrer épais. Et Gray Barker beurrait épais. C'est donc à lui que l'on doit cet ouvrage. Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes, they knew too much about flying saucers. L'affaire a d'ailleurs failli se retourner contre lui, parce que comme je l'ai mentionné dans l'entrevue, cette histoire-là est remonte, parce que Gray Barker, lui, dans son ouvrage, il dit « les hommes en noir, c'est sûrement des agents du FBI, de la CIA, etc. » Donc, évidemment, il n'y a pas de preuve. Il invente la moitié de ses histoires. Il transforme les témoignages des gens. Il aime en mettre plus qu'on en demande. Et l'histoire va remonter jusqu'à Edgar Hoover. Et Edgar Hoover va demander à ces hommes de se procurer l'ouvrage de Gray Barker en disant « y a-t-il des agents du FBI qui vraiment vont rencontrer des témoins d'OVNI et leur disent ne parlez pas de vos histoires, etc. »
etc. Et donc, il va y avoir une espèce d'enquête et on va interroger Gray Barker, qui va reconnaître, en fait, que la moitié des histoires qu'il raconte sont à peu près inventées. Donc, on a à peu près ce contexte-là. Et tu l'as bien mentionné, c'est la mode des années 50-60 de s'habiller avec des complets, vestons, cravates, donc pas rien de très mystérieux là-dedans. Et ce serait quand même un peu stupide si c'était une agence un peu secrète. L'image des hommes en noir a tellement été véhiculée que ce serait idiot pour eux de continuer de s'habiller de la sorte. T'essaies d'imaginer le type, on dit dans ton quartier, ouais, écoute, Yannick, dans ton coin, là, il y a un fraudeur qui fait du porte-à-porte. Il y a toujours un chandail du Canadien avec une casquette des Nordiques. Après moi, il devrait changer la semaine d'après. Ouais, c'est sûr que la semaine d'après, il change de costume. Là. Les hommes en noir, eux, font pas ça. Bon. Et c'est tout un truc qui est un peu étrange. Donc, au-delà de ce folklore, probablement inventé, exagéré par Gray Barker, il y a ce que Richard disait, il doit y avoir des histoires vraies, des mises en scène qui sont vraies. Et effectivement, on en connaît une qui est bien documentée. C'est cette histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je l'ai évoqué, là, c'est Paul Bennewitz, qui a été, dont l'arme, comme il avait obtenu des informations, il était passé un peu à travers les pare-feux du gouvernement, en fait, d'une base militaire au Nouveau-Mexique. Il avait de l'information, mais ce Paul Bennewitz était convaincu que les informations qu'il avait, les messages en fait numériques qu'il avait obtenus étaient des échanges entre des extraterrestres. Il a informé l'armée. Quand l'armée a découvert en fait que ces messages n'étaient pas extraterrestres, mais c'était des informations secrètes qui circulaient sur la base, en fait des échanges entre deux postes, ils ont inventé une histoire d'extraterrestres, sont allés voir Bennewitz, ils ont dit oui c'est vrai, c'est des extraterrestres. Puis là ils ont essayé de détourner son attention en lui faisant croire qu'il y avait une base souterraine à Dulce, au Nouveau-Mexique. Écoute, et l'endroit qu'ils ont situé, c'était une ferme laitière. T'essaies de t'imaginer l'agriculteur. Puis là, évidemment, ils ont dit à Bennewitz, faut pas que tu le dises à personne. Dès que les enquêteurs ont quitté la maison, mon Bennewitz s'est retrouvé devant son ordinateur et là, il s'est mis à contacter tout le monde en disant, oh, l'armée m'ont confié qu'il y avait une base d'extraterrestres à Dulce, au Nouveau-Mexique. Là, les gens ont abandonné leur intérêt pour la base d'Albuquerque, là où on faisait des expériences militaires. Ils sont tous allés à Dulce, un coin complètement reculé. T'essaies de t'imaginer l'agriculteur de sa ferme laitière qui, là, voit soudainement des voitures s'installer autour de chez lui. Les gens observent ces silos à grains avec des jumelles, croyant qu'il y a des ascenseurs qui vont sous terre, qui alimentent une base de 6 ou 7 étages sous terre. Ridicule, évidemment. Et à travers tout ça, Paul Bennewitz, malheureusement, était un peu instable psychologiquement. Il a été institutionnalisé. Bon, il a passé quelques mois dans un institut psychiatrique. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que cette mise en scène était bel et bien réelle. On connaît même les gens. Hein. L'un des agents qui a été impliqué dans ce montage-là est un type dont le nom de code était Falcon, mais son nom était Richard Doughty. Il était enquêteur pour le bureau des enquêtes spéciales de l'armée américaine. Et c'est lui qui a été chargé de monter cet énorme canular pour tromper Paul Bennewitz. Donc, est-ce que le gouvernement a monté des trucs semblables? Sans aucun doute. Il faut se rappeler également, et ça, faut jamais perdre de vue cette idée de la guerre froide dans les années 50 et 60. Donc, essaie de t'imaginer là dans une position d'autorité et tu entends parler que des hommes en noir, un peu étranges, visitent des témoins d'OVNI pour glaner de l'information. Or, toi, au gouvernement, et en particulier si tu es l'armée de l'air ou la CIA, vous participez, tu te sais impliqué dans des programmes de développement d'avions espions. Faut pas se le cacher, là. Les années 50 et 60, c'est le développement en coulisses d'avions espions, notamment le U-2 et le SR-71 Blackbird. On sait d'ailleurs aujourd'hui, Yannick, que ces grandes, le projet Blue Book notamment, qui enquêtait sur les ovnis, assez rapidement, à la fin des années 50, quand les Américains ont compris que les ovnis, il y avait à peu près rien là-dedans et il n'y avait pas d'extraterrestres, on s'est dit, on va faire autre chose. On va continuer de maintenir ce programme-là en vie, mais on va inviter les gens qui voient des ovnis à communiquer avec nous plutôt que de communiquer avec la presse, parce qu'on contrôlait l'information et beaucoup d'observations, en fait 50%, on le sait aujourd'hui, là, ces documents-là sont disponibles là, via la loi d'accès à l'information, on les a ces documents-là. On sait aujourd'hui que près de 50%
des observations classées non identifiées. C'est-à-dire que lorsque le projet Blue Book s'est terminé en 1969, ils avaient enquêté, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, 12 618 ou 613 observations d'OVNI. Donc, c'est assez important. Et à l'issue de ces enquêtes, il y en a 701 qui n'ont pas pu être identifiées. Donc, Blue Book termine en disant, on a enquêté sur 12 600 observations d'OVNI, il y en a 701 non identifiées. Mais on sait aujourd'hui que des 701 non identifiés, près de la moitié étaient en réalité des vols d'avions espions américains observés par le public. Donc, les gens voyaient des SR-71 Blackbird, ils voyaient des avions U-2, des trucs comme ça. Ce sont des avions qui se déplacent très, très vite, qui volent très, très haut. Et dans les premiers temps, avant que des missions du U-2 soient envoyées au-dessus de l'Union soviétique, les U-2 étaient, la carlingue, le fuselage, était fait en aluminium. Ils étaient très brillants sous le soleil. Donc, les gens sortaient et soudainement, en levant les yeux dans le ciel, ils voyaient un objet très lumineux qui se déplaçait très très vite, plus haut que les avions conventionnels. Donc évidemment, ça devait être un ovni. Et comme l'armée disait, si vous voyez un ovni, appelez-nous. Donc ces gens-là appelaient pour signaler un ovni. Et là, comme ça, on contrôlait l'information. On pouvait mettre un peu en vase clos l'observation d'avions secrets espions. Comme ça, comme on dit, les moutons étaient bien gardés. Alors si toi, tu es dans cette position, là, tu es à la CIA et tu es à l'armée américaine, et t'entends parler que peut-être des hommes vont glaner de l'information auprès de témoins qui ont vu des ovnis, en sachant très bien que certaines observations d'ovnis sont en fait des avions espions, ta première pensée, c'est de dire, est-ce que ces gens-là ne seraient pas des agents infiltrés du KGB pour enquêter sur les ovnis, en sachant très bien que ces ovnis sont peut-être des avions espions américains. Donc, est-ce que les Russes essaient pas d'obtenir de l'information sur des projets de développement en avionique utilisés par l'armée ou la CIA? Donc, on comprend qu'en haut lieu, on a été interrogé par cette soi-disant présence d'hommes noirs. Et éventuellement, probablement que le FBI, probablement que la CIA et l'armée ont envoyé à leur tour des agents pour avoir plus d'informations. Oui, Madame Machin, avez-vous reçu la visite de... Alors, tout ça devient une espèce de puzzle, un melting pot incroyable, où les gens racontent toutes sortes d'histoires et chacun en rajoute un peu de sa part. Mais néanmoins, on le sait et on le voit, la présence de ces hommes dérangeait. Et écoute, j'ai sous la main les gens qui nous écoutent ce soir, qui ont à la maison mon livre Dossier Mystère 1, qui a été publié en 2008, si les gens qui nous écoutent qui ont ce livre-là, je leur conseille d'aller voir à la page 483. J'avais à ce moment-là publié un communiqué, un document qui circulait à l'armée de l'air américaine en 1967. Écoute, je vais t'en faire la lecture. C'est un petit mémo qu'on envoie à tous les employés du Pentagone et le mémo se lit comme suit. Département de l'Air Force, 1er mars 1967. Une information non vérifiable est parvenue au quartier général de l'USAF. L'USAF, c'est US Air Force, de l'USAF, selon laquelle des personnes qui représenteraient l'Air Force ou d'autres agences de la défense auraient contacté des citoyens témoins d'objets volants non identifiés. Dans un cas, un individu habillé en civil, se présentant comme un membre du NORAD, aurait demandé et reçu des photographies appartenant à un civil. Dans un autre cas, un individu portant un uniforme de l'Air Force aurait approché les policiers et des citoyens qui disaient avoir vu un ovni. Il les aurait réunis dans une classe d'école et leur aurait dit qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils croyaient avoir vu et ne devaient parler à personne de leur observation. Et le mémo se termine en disant « Tous les militaires et les personnes civiles, et particulièrement les officiers d'information et les agents enquêteurs sur les ovnis, doivent immédiatement rapporter ce genre de situation à leur bureau local de l'Office of Scientific Investigation. » Et le document est signé par Rewitt Willis, lieutenant général de l'USAF. Donc tu vois, même en haut lieu au Pentagone, ces histoires d'hommes noirs inquiétaient. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des agents d'infiltration? Et là, finalement, tout le monde se lance la balle parce que probablement que la CIA envoyait des agents pour voir si des témoins parlaient trop d'ovnis. Et c'est possible que dans certains cas, des agents de la CIA, sachant que le témoin avait vu un U-2 ou un SR-71 Blackbird, des avions espions utilisés par la CIA et l'armée américaine
pour faire de l'espionnage en Russie, ben, il est possible qu'un agent de la CIA ait été voir monsieur ou madame machin truc en lui disant, vous savez ce que vous avez vu hier? Mieux vaut ne pas trop en parler. Et évidemment, sous la plume d'un Ray Barker, d'un journaliste intéressé par le fantastique, évidemment, on exagérait. Et Christian, oui. Que dit un journaliste quand il rencontre des gens et il est persuadé que leur histoire va faire un hit? Avant de partir, qu'est-ce qu'il dit, mon cher Christian? Ne parlez de cette histoire à personne. Voilà. Ne me faites confiance qu'à moi. Normalement, ils sont bien habillés. Pas les journalistes de Radio X, là, mais les autres, oui. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es toujours très, très bien habillé. Oui. Merci, c'est gentil. T'as du goût, t'es un homme de goût. 21h42, on fait une dernière pause et on revient. Radio. Christian, on parle maintenant du fameux Mothman. Oui, parce que quand on parle des histoires d'hommes en noir, l'une des histoires les plus imprégnées par les hommes en noir est l'affaire du Mothman. Éventuellement, on fera une émission sur ce genre de truc. Mais pour rappeler rapidement, là, pour les auditeurs un peu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle commence en novembre 1966 et elle va s'étirer jusqu'en décembre 1967. Donc, durant cette période, en fait, 13 mois, des gens à Point Pleasant, en Virginie-Occidentale, vont voir de manière plus ou moins sporadique ce qu'ils vont décrire comme une créature mi-homme, mi-papillon, qui entrait les boisés au nord de Point Pleasant, en fait, dans un ancien dépôt de dynamite. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on avait littéralement construit une petite ville au nord de Point Pleasant, une ville-usine. Et cette ville-usine, on faisait des explosifs. Et d'ailleurs, à Point Pleasant, on appelait cet endroit le dépôt TNT, pour TNT pour les explosifs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, rapidement, cet endroit a été abandonné, ce qui faisait une espèce de petite ville déserte. Et les gens, donc les jeunes de Point Pleasant, comme l'endroit était désert, mais il y avait quand même des rues pavées, plusieurs grands bâtiments. Donc, on y allait les vendredis soirs, les samedis soirs pour faire soit de la course de voiture, pour draguer les filles. Donc, tu vois un peu le genre. Et donc, en novembre 1966, on a deux couples qui sont dans une même voiture qui vont au dépôt TNT. Et ces gens-là vont être les premiers à voir cette mystérieuse créature, mi-homme, mi-papillon, ils vont donc revenir en trombe à Point Pleasant. On est dans la Virginie-Occidentale. Ils vont se rendre au bureau du shérif, dire ce qu'ils ont vu. Et là, dans les semaines, les mois qui vont suivre, d'autres témoins vont raconter avoir vu le même genre de créature. Donc, sans se prononcer sur l'existence ou non du Mothman, on pourrait, dans une autre émission, revenir sur le sujet. Mais d'ailleurs, pour les gens, peut-être que ce nom-là leur rappelle quelque chose, effectivement, parce de cette histoire-là, on l'a réadapté. De mémoire, c'est en 2012 ou quelque chose comme ça. On a réadapté cette histoire-là, on l'a modernisé et on a fait un film que j'aime bien avec Richard Gere qui s'appelle La prophétie des ombres, The Mothman Prophecies. Donc, on a repris un peu ces histoires d'apparition d'hommes papillons. La première version, c'est 2002. 2002, bon, excuse-moi. Et dans ce film, donc, dans la réalité, au moment où ces événements se déroulaient à Point Pleasant, des gens ont rapporté avoir vu des hommes en noir. Écoute, petite anecdote, je tournais un épisode de mémoire, c'est un épisode de Dossier Mystère. Je me retrouve à Point Pleasant, on consacre un épisode à ce Mothman. Donc, je me retrouve sur place avec un caméraman et l'équipe technique. Et on est dans un restaurant et évidemment, tout bon caméraman, à l'époque, ce sont des grosses caméras Betacam et jamais un bon caméraman ne laissait sa caméra derrière lui. Donc, il entrait au restaurant avec la caméra, la mettait sur la table ou à côté de la table, mais gardait toujours un œil sur son instrument. Et voilà que, évidemment, ça passe pas inaperçu. Et là, une serveuse s'approche de nous et nous dit « Oh, vous êtes en ville, pourquoi? » Alors, on lui dit « On tourne un reportage sur le Mothman. » Et là, elle nous dit « Vous savez, mes parents ont vu les hommes en noir. » Et là, évidemment, donc c'est comme l'histoire, non seulement l'histoire du Mothman, mais les hommes en noir font partie de l'histoire. Mais quand on fouille les faits, il y avait bien sûr ces apparitions de l'homme papillon. Il y avait ces histoires d'hommes en noir, mais quand tu fouilles un peu, tu t'aperçois que jamais personne n'a parlé à ces hommes en noir. Ils sont un espèce de fantôme. Et là, tu te dis, mais ça pouvait être des journalistes venus de la ville d'à côté, ça pouvait être n'importe quoi. Des hommes en costume, cravate qui débarquent en ville. Mais oui, mais toute la presse parle de ces histoires d'hommes papillons. Donc, il est possible que des journaux locaux de villes voisines aient envoyé des journalistes sur place. Mais
tu vois, on va alimenter, on va exagérer, augmenter l'histoire du Mothman en ajoutant cette valeur supplémentaire avec la présence des hommes en noir. Mais quand tu regardes dans la presse de Point Pleasant à l'époque, il y a toute une série d'articles qui ont été publiés. Cette série d'articles nous parle de la présence de visiteurs en ville, des personnages mystérieux. Mais jamais les journalistes vont leur parler pour dire, oui, mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Jamais. T'sais. Donc, c'est assez amusant. C'est vraiment, comme le disait Richard Nolan, ce sont des fantômes qui sont là, qui ajoutent une valeur à l'histoire, qui rend la chose plus mystérieuse. Et dans le cas de Point Pleasant, les apparitions du Mothman, elles seront très largement couvertes par un journaliste qui s'appelle John Keel, qui va publier un ouvrage qui s'appelle The Mothman Prophecies. D'ailleurs, c'est sur cet ouvrage qu'on s'est inspiré. C'est de cet ouvrage qu'on s'est inspiré pour faire le film de 2002 avec Richard Gere. Et ce John Keel était un peu l'équivalent de Gray Barker dans les années 50-60. C'est un type excessivement entreprenant, c'est un type qui écrit des ouvrages, il écrit dans toutes sortes de magazines plus ou moins sérieux, raconte des histoires incroyables. C'est un type qui aime le mythe, le mystère et qui invente et qui, comme on dit, en beurre épais. Et c'est ce même John Keel qui va écrire The Mothman Prophecy en ajoutant toutes sortes de détails, d'informations qui, je peux te dire, sur place, sur le terrain, ne correspondent pas du tout à la réalité. Moi, je suis allé là-bas, j'ai rencontré des gens qui disaient avoir vu le Mothman, et quand on prend leurs témoignages, ils sont beaucoup moins spectaculaires que la version qu'en donne John Keel dans son ouvrage. Donc, les hommes en noir, je ne peux pas te donner une meilleure expression que celle utilisée par Richard Nolan. Ce sont ces fantômes qui apparaissent dans des histoires d'ufologie, d'apparitions d'ovnis dans les années 50-60 et qui vont ajouter au mystère de l'affaire. Est-ce qu'il existe une seule photo réelle du Mothman? Non, aucune photographie du Mothman. Parce qu'on a tous cette photo-là en tête du Mothman qui est accroché sur un pont, là. Ouais, c'est ça. Cette photo-là, d'ailleurs, n'est même pas... Parce que dans l'affaire du Mothman, il faut savoir que l'histoire, telle que la raconte la légende, alors que ce n'est pas vrai là, dans les faits, mais la légende nous dit que le 15 décembre 1967, un pont qui enjambait la rivière Ohio, le Silver Bridge, s'est effondré dans la rivière. Et parce qu'il y avait eu une mauvaise synchronisation des feux de circulation, des voitures sont restées bloquées sur le tablier du pont, un anneau a brisé, c'était un pont suspendu, un anneau a brisé, donc un pont suspendu un peu à la manière du pont à Québec, le pont Pierre-Laporte. Donc, un anneau s'est brisé, un câble s'est détaché, et à partir de là, ça a été un peu un effet domino, le pont est tombé. Donc ça, cet événement-là est vrai, et les gens disent, après la chute du Silver Bridge, qui a fait une quarantaine de victimes, le Mothman a disparu. Alors que c'est faux. Quand on regarde dans la presse, on voit qu'en janvier, février 1968, on continue de voir le Mothman. Donc, on réécrit l'histoire. Mais néanmoins, la photographie qui est souvent présentée dans une espèce de presse sensationnaliste, on voit un pont avec une espèce de créature qui ressemble à un homme papillon sur le dessus du pont, et on nous dit, voici, ça c'est le Silver Bridge avec le Mothman sur le pont. Pas du tout. La photographie qu'on voit, c'est un pont avec une charpente qui n'a rien à voir avec le Silver Bridge. Quant à la forme qui est sur le pont, on la voit pas très distinctement. Ça peut être un gros oiseau, ça peut être un héron, n'importe quoi. Ça peut même être un trucage. Une chose est certaine, cette photographie n'est pas le Silver Bridge, et rien ne permet de croire que la forme plus ou moins ailée qui est sur le dessus du pont soit autre chose qu'un grand oiseau, là, probablement un grand oiseau échassier, mais qu'on essaie de nous faire passer pour étant le Mothman. Mais de manière objective, là, il n'existe aucune photographie du Mothman, il n'y a que des témoignages. C'est pas si nombreux que ça d'ailleurs, hein. Le mythe est plus grand que la réalité, hein. On nous dit des dizaines et des dizaines de témoignages. En réalité, disons que quand on a colligé 7 ou 8 témoignages durant cette période-là, c'était à peu près atteint le maximum. Christian Page, on souhaite à nos auditeurs un excellent week-end et on se rejase vendredi prochain.